Le Sahel écrit ce mardi une nouvelle page de son destin. Bamako est devenu le centre de gravité de la géopolitique ouest-africaine. Sous les projecteurs du Centre international des conférences, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont réaffirmé leur volonté de rupture et de souveraineté. C'est un jour historique. La deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES s'est achevée. Pour l'occasion, le colonel Assimi Goïta, le général Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdourahmane Tiani étaient tous trois réunis pour sceller l'avenir de plus de 70 millions de citoyens. Au cœur des discussions, une intégration économique et financière sans précédent avec en ligne de mire un projet qui fait couler d'encre et beaucoup de salive. On parle bien sûr de la création de la monnaie unique. Quels sont les engagements concrets pris du côté de Bamako? Comment les trois capitales comptent-elles transformer cette alliance militaire en une puissance économique et surtout que retenir des discours de fermeté et d'espoir prononcés par les leaders du Sahel? Vous les écouterez dans quelques instants. Et puis nous parlerons également de la Fédération de Russie, se dirige-t-on vers un dégel diplomatique entre la France et la Russie? C'est la question qui agite les chancelleries depuis ce week-end, alors que le conflit en Ukraine continue de peser sur l'équilibre mondial. Un signal inattendu vient de rompre le silence radio qui s'était installé entre l'Élysée et le Kremlin. Tout a commencé vendredi dernier. Emmanuel Macron a publiquement jugé utile que les dirigeants européens renouent le dialogue avec Vladimir Poutine pour chercher une issue à la guerre. La réponse de Moscou ne s'est pas faite attendre. Dans la nuit de samedi à dimanche, par la voix de son porte-parole Dmitri Peskov, le président russe s'est dit prêt à dialoguer. Une main tendue ou du moins une porte entrouverte que la présidence française a salué dès dimanche, affirmant qu'elle avisera dans les prochains jours sur la marche à suivre. S'agit-il d'un véritable tournant diplomatique ou alors d'une simple posture de communication? Pourquoi ce changement de ton intervient-il maintenant et surtout, quel cadre pour cette discussion en bonne et due forme souhaitée aujourd'hui par le président français Emmanuel Macron? Dans ce numéro du Point sur l'actualité, nous allons ensemble décrypter les coulisses de ce rapprochement potentiel et les enjeux de cette reprise de contact. Dialogue possible ou alors impasse diplomatique? Nos experts vont nous édifier dans quelques instants. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes au bon endroit, vous êtes sur For You Media Africa, l'endroit où se croisent informations et débats, et nous sommes une fois de plus contents d'être à vos côtés ce soir dans le cadre de ce nouveau numéro de votre quotidien de Point sur l'actualité. Au menu de votre émission de thématiques, comme d'habitude, nous parlerons bien évidemment de ce sommet. On parle d'un moment historique du côté de Bamako, le deuxième sommet des dirigeants de l'AES qui ce jour a réuni autour d'une même table les présidents burkinabés, le capitaine Ibrahim Traoré, malien, le général Assimi Goïta et nigérien, le général Abdourahmane Tiani. Plusieurs, on va le dire, points ont été évoqués à l'occasion, bien sûr, de ce sommet. Nous aurons l'occasion de revenir sur certains temps forts. Vous écouterez également certains extraits sélectionnés pour vous par la rédaction de For You Media Africa. De façon générale, nous allons nous intéresser, bien évidemment, à tout ce qui s'est passé du côté de Bamako. Qu'est-ce que cela représente de façon concrète pour l'avenir des peuples du Sahel? On parle bien sûr de plus de 70 millions de personnes. Nous allons d'ailleurs en parler dans quelques instants et nous dirons un mot sur cette main tendue par le président français à son homologue russe Vladimir Poutine. Vendredi dernier, le président français Emmanuel Macron, compte tenu de l'impasse des négociations de paix sur l'Ukraine, a donc jugé utile que ses homologues européens renouent enfin le dialogue avec la Fédération de Russie. Quelques heures plus tard, c'est-à-dire dans la nuit de samedi à dimanche, le porte-parole du Kremlin a fait une sortie officielle annonçant la position
claire mais ferme de la Fédération de Russie. Vladimir Poutine est donc prêt à renouer le dialogue également à son tour avec le bloc occidental, voire les Européens, et ce, bien évidemment, pour mettre fin au conflit du côté de l'Ukraine. Que vaut cette main tendue? Se dirige-t-on vers un dégel diplomatique entre Paris et Moscou, mais de façon générale entre Moscou et l'Europe? Nous tenterons de répondre à cette question dans quelques instants aux côtés de nos deux invités, tous en présentiel ce soir. Le docteur Essoussé, expert des relations internationales, est avec nous sur le plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Nguéné. Merci pour le plaisir que vous me faites d'être sur votre plateau une fois de plus. Je voudrais ici adresser mon fraternel salut à tous nos fidèles téléauditeurs qui se sont donné la peine ce soir pour écouter, n'est-ce pas, nos analyses. Et comme je l'ai toujours dit, nous croyons être à la hauteur, n'est-ce pas, de leurs attentes parce que chaque jour, lorsque nous nous baladons et qu'ils nous accosent pour nous féliciter du travail que nous faisons, oui, cela nous encourage et ça nous permet ça nous rassure de ce que nous sommes sur le véritable chemin. Ce soir encore, quand je venais ici, le transporteur qui m'a pris témoignait de ce qu'il nous écoute au quotidien et quand il me ressortait les différents programmes et les thématiques, j'ai compris que petit à petit, au-delà de ce que nous pensons souvent, c'est que la mayonnaise prend et oui, de plus en plus les conscients des uns et des autres se réveillent. Je voudrais aussi adresser, n'est-ce pas, n'est-ce pas, mon fraternel salut, mais mon admiration pour l'aîné avec qui je partage et donc j'ai toujours été ravi, n'est-ce pas, de partager le plateau avec ses parents parce que nous sommes rassurés de ce que les empreintes qu'ils ont laissées, n'est-ce pas, nous marchons sur ces empreintes et nous sommes la continuité de la lutte qu'ils ont commencée. Donc c'est un honneur et je voudrais le lui témoigner. Et nous n'allons pas manquer de saluer, n'est-ce pas, le directoire de votre chaîne, PDG et Madame la directrice des médias, pour tout ce travail que vous abattez au quotidien. Ainsi, nos amis les techniciens, les gens de l'ombre, qui, sans eux, vraiment, nous ne pourrions émettre. Et très souvent, c'est vous qui les ravissez la vedette. Pourtant, ils font un grand travail. Donc, nous voulons saluer Mbok ce soir. Donc, merci et nous sommes là. Voilà. Merci à vous, docteur Essoussé. Merci également à l'équipe technique, conduite ce soir par Mbok, au niveau de la réalisation avec, bien sûr, tous les autres, au niveau de la diffusion, au niveau des plateformes numériques, pour que le relais soit assuré partout à travers le monde. On ne saurait également manquer de remercier la mise en onde au niveau de la radio, puisque l'émission est également prise en relais de ce côté de la 96.3 FM. Alors, Patient Parfendon, vous êtes également avec nous. Bonsoir à vous, doyen. Bonsoir, Baudelaire Nguéné, le prince de ma tombe. Bonsoir, mon cher ami, le docteur Essoussé. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs, de téléauditeurs, à nos vaillants techniciens, à la grande galaxie patriotique et panafricaine à travers le monde, au peuple de l'AES. C'est un grand jour pour eux aujourd'hui et nous leur disons courage, félicitations, le combat continue et merci pour cette invitation. Oui, le combat continue, c'est également le constat qui a été dressé du côté de Bamako par le capitaine Ibrahim Traoré, et qui a à cet effet prononcé un discours. Nous devons ouvrir les yeux. Le capitaine Ibrahim Traoré a donc pris la parole pendant cette cérémonie d'ouverture du collège des chefs d'État de l'AES. L'AES va évoluer, tout n'est pas forcément rose, tout ne peut pas aller au rythme que nous souhaitons, mais nous avançons sereinement et nous allons arriver à notre objectif, a-t-il d'ailleurs assuré, accueilli par des applaudissements et des cris d'encouragement. Le président du Faso a dénoncé les tentatives d'activer la haine entre les populations et appelé à l'unité. Aucune manipulation ne peut nous diviser entre nous. Aucune manipulation ne peut nous amener à haïr d'autres personnes, a-t-il d'ailleurs insisté. Écoutons le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous ne pouvons pas comprendre que les Noirs en Afrique de l'Ouest ici prient Dieu que les terroristes tuent des populations noires. Nous ne pouvons pas comprendre
que des chefs d'État lâches se cachent derrière des médias, soi-disant médias, pour décourager, insulter, activer la haine entre les populations. Ces individus qui sont sur leur plateau, qui tous les jours du matin au soir crachent leur venin toxique pour attiser la haine entre les communautés, ils sont généralement très vilains. Avec leur gueule de musaraigne, ils ne savent que faire cela. Regardez-les bien. Ils sont là avec des yeux de drosophiles sauvages. Tous les jours, c'est cracher du venin. Ils cherchent à diviser les communautés. Sur les réseaux sociaux, ils sont là et ils sont nombreux. Pourquoi est-ce que nous, Noirs, cherchons à cultiver la haine entre nous? Et par hypocrisie, on se dit frère. Il faut que nous puissions nous dire la vérité de manière très crue, quitte à ce que ça vexe, on va s'excuser, mais il faut que nous nous réveillons. Pourquoi est-ce que le noir est comme ça? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas voir le danger venir, nous unir et nous prémunir? Pourquoi est-ce qu'il faut que par nos comportements, nous allions affronter ces dangers qui risquent de nous décimer? Mais d'autres ont fermé les oreilles. Ils font semblant de ne pas entendre la politique de l'Autriche. Des peuples se complaisent dans la colonisation. Ils aiment cette domination. À peine s'ils n'appellent pas les impérialistes, venez nous coloniser. Nous aimons être vos esclaves. Nous nous posons souvent des questions lorsqu'on voit les réactions. Ces pseudo-intellectuels décérébrés qui sont là à longueur de journée à entamer des débats en toute indignité, en toute malhonnêteté, comme s'ils ne voient pas la réalité des exemples qui se présentent à nous. Il y a plein d'exemples. Lorsque la démocratie fait certaines choses contraires aux règles même qu'elle s'est fixées, ils ferment les yeux là-dessus. Mais ils sont prompts à nous appeler juntes ou putschistes. Mais soyez sûrs d'une chose, nous sommes unis et nous resterons unis. Et nous devons ouvrir les yeux. L'AES va évoluer. Tout n'est pas forcément rose. Tout ne peut pas aller au rythme que nous souhaitons. Mais nous avançons sereinement et nous allons arriver à notre objectif. Et quand viendra l'hiver, si il faille que nous passions par l'hiver pour être libres, pour être unis, nous prions Dieu qu'il en soit ainsi et qu'il protège nos populations. Sinon, une chose est sûre, l'AES vaincra, l'AES grandira. Restez sereins parce que nous avons confiance en nos populations. Nous avons confiance en vous, que vous compreniez qu'aucune manipulation ne peut aujourd'hui nous diviser entre nous. Aucune manipulation ne peut nous amener à haïr d'autres personnes. Aucune manipulation ne doit nous amener à riposter d'une manière violente physique face à ces individus qui n'ont absolument rien compris. Restez sereins, ne ripostez pas physiquement, nous riposterons par la communication jusqu'à ce qu'ils changent eux-mêmes de mode d'action et nous allons aussi riposter en fonction du mode d'action. Restez sereins, Dieu protégera l'AES. Dieu vous protège tous, toutes les populations de l'AES. Dieu vous accompagne tous dans vos objectifs. Et Dieu, qui est si juste, se bat pour ceux qui se battent. Nous nous battons. Nous sommes une population résiliente, la plus résiliente de la sous-région. Personne n'aurait cru que vous pouvez supporter ce que vous êtes en train de vivre. Nous allons vaincre le terrorisme, nous allons nous développer et nous allons nous affirmer. Nous allons avoir notre place dans le concert du monde. Que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse notre population résiliente et résistante. Que Dieu nous unisse davantage, la patrie ou la mort. Vaincre le terrorisme, se développer, mais surtout s'affermer. Docteur Issoussé, on a là le prototype d'un dirigeant qui se veut tout de même réaliste. Il le reconnaît, le capitaine Ibrahim Traoré. L'AES va évoluer, ça c'est une certitude, il le dit d'entrée. Mais il souligne également que tout n'est pas rose. Tout ne peut pas aller au rythme que nous souhaitons tous, mais nous avançons sereinement et nous allons atteindre les objectifs escomptés. Alors,
quel est le message qu'il faut déjà tirer de cette prise de parole, Dr Essoussé? Au fait, le capitaine Ibrahim Traoré, de son discours, oui, il en ressort une chose déjà. Il faut dire c'est le mode opératoire, n'est-ce oui, pas, par lequel les impérialistes ont réussi leur jeu en Afrique. oui. Il faut dire ce mode opératoire, c'est quoi? Ils ont réussi à diviser les Africains. C'est-à-dire, lorsqu'ils arrivent en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dessoucher l'Africain. C'est-à-dire qu'on va lui retirer son essence, même sa culture, Oui. n'est-ce pas, au bénéfice d'une autre culture qui est la culture occidentale et qu'ils ont implémenté, n'est-ce pas, de par la religion, tout en faisant comprendre à l'Africain que sa culture, vous le savez, le terme approprié, c'était des cultures, ils avaient nommé ça des cultures barbares, n'est-ce pas, et sa culture était une culture sauvage. Et on est allé dedans, on dit qu'il faut le civiliser. Ils en ont amené ces civilisations et quand ils sont entrés dans ce mécanisme-là, ils ont réussi à monter l'Africain contre son frère. C'est où tout se joue. C'est-à-dire qu'on reçu à vous faire croire que votre frère en réalité n'est pas votre frère, encore qu'il ne vous aime pas, et plus loin, on vous fait comprendre que votre ennemi c'est votre frère. Et vous avez donc vu l'un des plus grands échecs, n'est-ce pas, de la résistance africaine face à la pénétration européenne étaient les trahisons entre les Africains, entre les chefs locaux. Pourquoi? Et vous voyez donc que sur le temps, c'est ces mécanismes, n'est-ce pas, qui s'est profilé jusqu'à nos jours. Alors, quand vous avez un bloc comme celui-là, on essaye, n'est-ce pas, de vous diviser. C'est pour ça, vous voyez, son discours. Il parle de haine, il parle de manipulation. Voilà, son discours est beaucoup plus axé sur l'unité de l'AES, la communion, n'est-ce pas, des États de l'AES. Et il va donc dénoncer, n'est-ce pas, les mécanismes et les armes que ces gens utilisent, qui sont la haine, la manipulation et consorts. C'est pour ça qu'il dit, ils vont s'adapter en fonction de ce qu'ils auront en face d'eux comme outil, n'est-ce pas, de déstabilisation. Donc, vous voyez que il touche et ça revient à votre thème là. Je dis que en réalité, il faut dire qu'aujourd'hui, pour que l'AES, comme il a dit, brille à travers le monde, ils ont besoin de plus d'unité, n'est-ce pas? Ils ont besoin, et le doyen le disait ici lors de notre dernière émission, c'est-à-dire qu'il faut quitter, n'est-ce pas, la fédération pour entrer dans la confédération. Ils ont besoin, parce que... La confédération pour la fédération. La confédération, je veux dire, la confédération, merci, pour la fédération, parce que l'unité dont il parle aussi longtemps qu'il reste des confédérations, c'est-à-dire des États, ça sera plus facile. Ça sera plus facile. Mais quand on l'écoute, quand même, pas qu'on a une impression, c'est ce qui se dégage quand il dit que tout n'est pas forcément rose. Et qu'on avance, on pose les pas, on avance forcément pas au rythme souhaité. Mais une chose est sûre, on atteindra l'objectif escompté. On parle beaucoup d'unité, docteur Essoussé, mais là, ils sont réalistes tout de même. Oui, mais tout n'est pas rose parce qu'avant de parler d'une éventuelle fédération, il faudrait déjà tenir compte. Oui, mais parce qu'en face il y a des velléités. Ils ne dormiront jamais. Et ça, je pense, je l'ai toujours dit ici, que lorsque on donne une claque, n'est-ce pas, aux impérialistes comme celles qu'ils ont données là, il faut vous rassurer que c'est une phase trouble sur toute la ligne et pratiquement durant tout le reste du temps que vous irez à fester, parce que ceux-là, vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui se nourrissait, n'est-ce pas, qui avait un acquis et vous enlevez cet acquis, vous pensez que c'est une marche tranquille. Non, ce n'est pas une marche tranquille. Et vous voyez donc le premier défi même de ces États-là, de cette confédération de l'AES, c'est le défi sécuritaire. C'est le défi sécuritaire et ils en sont conscients.
Et c'est le défi sécuritaire. Quand vous regardez dans les discours ce qui a été fait, on a mis sur pied une force. Ils ont mis sur pied une force. On parle de la force unifiée de l'AES. De l'AES qui composait de 5 000... L'opérationnalisation est déjà effective sur le terrain. Depuis samedi. On parle du lancement officiel de la BCID AES, cette banque confédérale d'investissement et de développement. Et nous avons également appris le lancement officiel de la télévision de l'AES. L'inauguration a également été faite en marche justement de ce sommet des dirigeants de l'AES. Ce sont des avancées significatives. C'est comme mettre sur pied, c'est des outils qui permettent, parce que nous sommes dans une guerre hybride, n'est-ce pas? Et il a relevé les réseaux sociaux, c'est la communication et tout. Donc, il faut déjà mettre sur pied un média capable de donner la bonne information afin de dissiper, n'est-ce pas, tous les mauvais relais informationnels, n'est-ce pas, qui courent dans les réseaux sociaux et autres. Et ces médias devraient s'adapter, n'est-ce pas, à la nouvelle donne. C'est-à-dire qu'elle devra même être numérique parce que tout est numérisé aujourd'hui. Donc, c'est une bonne chose. C'est ça que j'ai dit, les défis sont d'ordre sécuritaire, d'ordre économique. Lorsqu'on parle de la banque, il faut pouvoir mettre sur pied un fonds qui permet de ne plus toujours recourir, n'est-ce pas, à ces institutions-là qui ont décidé de les mettre à genoux. Donc, il y a déjà ça, ces défis. Mais beaucoup plus quand vous regardez les défis politiques, bon, ils sont en train de travailler là-dessus, de baliser, mais vous regardez beaucoup plus, c'est sur le plan social. Et ça, il ne manque pas de le dire. Il s'est plus attardé là, les divisions en interne entre les groupes sociaux, entre les peuples, parlant du noir et du noir. Pourquoi? Parce que c'est le même, les premiers ennemis. Il a beaucoup insisté sur ça. Il ne comprend pas l'homme noir. La vérité, c'est que les premiers ennemis de l'AES sont les Africains. Vous n'avez que, vous connaissez leurs positions et les positions connues sur le rôle des pays voisins de la CEDEAO, le rôle qu'ils jouent, qui sont les bastions arrière, n'est-ce pas, de garde, d'entraînement et même de frappe, n'est-ce pas, du terrorisme poussé contre les États de l'AES. Donc, je dis, le groupe de l'AES, il le dit, ils sont conscients, mais la méthodologie, nous continuons à appuyer là-dessus. La méthodologie est très importante. Quelle est la méthodologie qu'il utilise? Parce qu'il faut se dire qu'en face, l'ennemi qui est en face d'eux n'est pas un enfant de cœur qui est habitué à ce type, n'est-ce pas, de discours et même de schémas que ces gars nous présentent. Donc, il faudrait maturer ce projet-là d'unicité, n'est-ce pas, de l'AES. Et nous sommes de ceux qui le pensons qu'il faut plonger, il faut se fondre dans la fédération. Ça deviendra plus difficile, n'est-ce pas, de les diviser qu'à l'état actuel des choses. Merci à vous, Dr. Essoussé. Patient Parfum d'Homme, on écoute Capitaine Ibrahim Traoré, l'homme noir de façon générale. On ne le comprend pas quand on l'écoute. Il fustige toutes ces campagnes de désinformation, de manipulation, la haine qui s'empare aujourd'hui, bien évidemment, de plusieurs Africains qui ne saisissent toujours pas le bien fondé de ce combat de libération qui est mené aujourd'hui par les trois pays, Mali, Niger, Burkina Faso. Alors, de façon générale, est-ce que cette sortie du capitaine Ibrahim Traoré met-elle davantage en évidence l'urgence, justement, du continent africain? Deuxième volet de la question, quand il dit qu'il est conscient, ou du moins qu'ils sont conscients des réalités et que tout n'avance pas au rythme souhaité, qu'est-ce qu'il faut entendre par là, Patient Parfum d'Homme? Il faudrait entendre que le capitaine Ibrahim Traoré, le président de Faso, ne fait pas dans la langue de bois. Oui, on l'a d'ailleurs écouté, hein, très cru dans son discours. Il ne fait pas dans un triomphalisme non plus. Il a un ton mesuré. Oui. Qui correspond à la nature des enjeux et des difficultés que l'AES rencontre et va rencontrer dans le chemin et le cap qui est le sien pour atteindre ce que nous appelons de tous nos voeux, c'est-à-dire l'unité politique de cette entité qui est une première phase dans la construction d'une unité politique de notre continent. Et il cerne les enjeux, il prend la mesure, n'est-ce pas, de la difficulté que nous avons. Il exprime certainement
d'une certaine manière interprétative, en tentant d'en appeler à la conscience de ses concitoyens et des citoyens de l'espace AES, Oui. pour qu'ils prennent eux aussi des responsabilités dans cette lutte-là. C'est pour cela, à mon sens, que c'est appesanti sur cette complexité de l'homme noir qui ne comprend pas les enjeux. Ce n'est pas que de manière consubstantielle, l'homme noir est né traître, ou bien il est né quelqu'un... C'est parce qu'il faut comprendre par là, parce qu'on peut mal interpréter... Oui, parce que là aussi, vous savez, c'est le drame de la communication. Il ne faut pas donner l'impression qu'il est en train d'indexer les Noirs comme des gens qui, dans leur ADN, il y a toujours cette incompréhension, cette trahison qui va avec. Dans tous les peuples du monde sont pareils. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut un leadership conséquent. Nous l'avons. Une bonne organisation, nous l'espérons, et une idéologie ferme à travers une éducation bien pensée, bien sentie, qui va enfin réveiller, n'est-ce pas, ce que j'appelle ce géant endormi qu'est le peuple africain. Et ça demande des étapes, ça demande des efforts, ça demande un certain type d'organisation, ça demande un certain type de réflexion et surtout une articulation de toutes ces dynamiques-là pour pouvoir aller de l'avant. Les autres n'ont pas... ils n'ont pas été des gens qui avaient quelque chose de particulier. Ce sont seulement les gens qui ont fait une analyse concrète de la réalité concrète de leur environnement, de leur peuple et du monde. Et en fonction de cela, ils ont opté, ils ont dosé, n'est-ce pas, leur vision et les moyens qu'ils avaient pour pouvoir avancer. Et je pense que l'AIS le fera et je suis convaincu que les autres peuples d'Afrique d'ailleurs aussi vont prendre conscience du fait qu'il faut qu'on se débarrasse très rapidement de cette cage de fer qui nous empêche de pouvoir avancer. Maintenant, quand on l'a dit, on peut aussi quand même continuer de souhaiter vraiment qu'il se hâte dans cette direction-là. Parce que autour de nous, nos ennemis ne dorment jamais et ils n'attendent pas. Nous n'avons pas l'éternité avec nous. Chaque génération, en toute relative opacité, découvre sa mission, la remplit bien, la trahit, disait Frantz Fanon. On ne peut pas aujourd'hui non plus penser que c'est quand tout le monde sera d'accord qu'on va avancer. Si on le fait... Mais comment avancer quand tout le monde n'est pas d'accord? Oui, parce qu'il faut savoir avancer même quand tout le monde n'est pas d'accord. Il faut savoir avancer quand tout le monde n'est pas d'accord. Il y a plusieurs éléments qu'il faut mettre en place et être sûr qu'au moins le message est passé. C'est pour cela que, tu vois, ils sont revenus au niveau de la communication. D'ailleurs, Ibrahim Traoré lui-même, il est revenu sur le volet communication. Il a parlé des réseaux sociaux qui sont un obstacle. Il a parlé de certains médias qui sont un obstacle. Il a taxé certains intellectuels et africains qui passent du temps, n'est-ce pas, à brocarder tout ce qui se fait au niveau de cette entité. Ça veut dire que ce sont des niches nocives, des niches, j'allais dire, extrêmement dangereuses. Et en face de ces niches, il faut construire des niches patriotiques pour pouvoir les contrer suffisamment. C'est pour cela que nous félicitons l'AES pour cette avancée sur le plan médiatique, en espérant qu'ils sauront s'appuyer aussi sur d'autres médias existants qui ont commencé cette lutte et cette bagarre depuis très longtemps. Je pense à votre média, For You Media Africa, pour amplifier davantage, pour servir de relais, n'est-ce pas, d'amplificateur à leur vision, à leur travail, au succès, mais aussi aux avantages et difficultés qu'ils rencontrent sur leur chemin. Parce que ne pas le faire, c'est peut-être ne pas s'appuyer sur une béquille qui peut vous aider à aller un peu trop vite. Parce que dans ce sens-là, il faut surtout éviter d'être unijambiste. Le succès de l'AIS ne proviendra pas que uniquement de ce qui se fait à l'intérieur de l'AIS. L'AIS aura aussi besoin de soutien des forces positives au niveau de notre continent, de notre diaspora, donc de l'ensemble, n'est-ce pas, de ces âmes de bonne volonté qui veulent vraiment voir l'Afrique débarrassée de la tutelle impérialiste. Et pour cela, il faudra, pour sortir d'Oya, il faudra vraiment
avoir une bonne dose de pugnacité, de détermination, mais aussi de ruse pour impliquer le maximum des Africains conscients et conséquents dans cette bataille. Alors, merci à vous. Aucun groupe, aucune organisation ne prendra de décision pour les pays de l'AES. Le général Tiadi réaffirme donc la souveraineté confédérale dans son intervention lors de cette cérémonie. Le chef de l'État nigérien a dénoncé les manœuvres de l'impérialisme visant à entraver cette dynamique, pointant notamment la France et ses supplétifs locaux. Il a salué cependant les avancées enregistrées jusqu'ici. On parle de la mise en place d'une force unifiée, de la création de la Banque confédérale d'investissement et de développement, de l'instauration d'une diplomatie coordonnée entre les 3 pays de la Confédération. Le combat de l'AES est un combat pour la souveraineté de l'Afrique, dont l'AES est l'embryon. On l'écoute, le général d'armée Abdourahmane Tiadi. Aucun pays, aucune organisation internationale et aucun groupe d'intérêt ne décidera encore pour nos pays, Inch'Allah. Désormais, les décisions qui concernent nos peuples se prennent à Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, sur le territoire confédéral, par les autorités de la Confédération et pour les citoyens de la Confédération et nulle part ailleurs. C'est le plus grand héritage que nous puissions léguer aux générations futures et que nous devrons tous garder jalousement. Notre conviction est qu'il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de développement sans indépendance véritable, sans souveraineté pleine et entière. Il n'y a pas de précédent historique d'un pays sous domination qui a réussi à se développer. Seuls des États véritablement souverains élaborent des politiques publiques à même d'impulser le progrès et le développement. Ce que nous avons fait, c'est de mettre un terme à tous les contrats léonins et engagements biaisés qui ne font que dans le sens des intérêts de nos États et de nos populations. Désormais, les seuls contrats que nous motivent sont ceux qui préservent les intérêts de nos pays. Mesdames et messieurs, vous comprenez bien que dans ces conditions, nous ne pouvons que nous attendre à l'adversité de ceux qui, par le passé, décidaient pour nos pays, de ceux qui ont pillé nos ressources, ainsi que de tous ceux qui profitent de cette situation, citoyens africains ou personnes étrangères à notre espace. Le combat que l'AES mène pour la souveraineté, le combat mené par l'AES est avant tout pour la souveraineté de l'Afrique, et la Confédération aujourd'hui n'en est que l'embryon, docteur Essoussé. Alors là, on a l'impression justement que c'est également une façon indirecte d'interpeller les dirigeants africains, les Africains de façon générale, dans leur immense majorité, sur l'importance justement de ce combat de souveraineté qui est aujourd'hui mené par les 3 pays. Non seulement. Avez-vous l'impression que c'est un discours qui passe, donc qui peut passer, docteur Essoussé? Non seulement c'est une interpellation, mais c'est au-delà d'une interpellation, c'est une réalité. C'est une réalité en Afrique. Nul n'ignore, même ces puissances occidentales-là qui, n'est-ce pas, alimentent, qui sont auteurs-compositeurs du néocolonialisme, le savent, que l'Afrique est le vache à lait. Et qu'aujourd'hui, en Afrique, ne l'oublions pas, le sentiment anti-impérialiste au fur et à mesure est en train. Déjà, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il faut dire que c'est vraiment acté au niveau des populations. Très souvent, on se demande, nous qui avons été
pendant un temps, et jusqu'aujourd'hui, je vais le dire, le foyer même et déclenchement de ce panafricanisme qui a débouché sur le sentiment anti-impérialiste. On a l'impression que chez nous, ça tarde encore au niveau de l'Afrique centrale, notamment au Cameroun. Mais dans ces pays-là, on voit, puisqu'on voit des grandes révolutions qui sévissent aujourd'hui. Donc, moi, c'est une réalité et il est opportun. Il est temps que les autres... Combien sont-ils conscients justement des enjeux? Non, ils sont conscients même quand ils ne se bougent pas, même quand ils restent, n'est-ce pas, dans des relations, n'est-ce pas, comment je veux dire, incestueuses avec le colon, mais ils sont quand même conscients que le problème de l'Afrique aujourd'hui, et je l'ai toujours dit, c'est ça le véritable problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est un problème de souveraineté, parce que on ne peut envisager aucun développement, ça c'est un fondamental, c'est scientifique, c'est connu, c'est une réalité. On ne peut envisager aucun développement, n'est-ce pas, sans souveraineté, n'est-ce pas? Comment vous envisagerez un développement quand les trois piliers qui impulsent le développement ne vous appartiennent pas, la monnaie, le sous-sol, la population? Non, il y a cette histoire-là. Et c'est une véritable thématique de réflexion. Et je pense, je l'ai toujours dit, que l'AES est le galop d'essai, c'est-à-dire qu'il a démontré aux Africains que longtemps, ce qu'on vous a mis dans le cerveau était faux. C'était une façon, n'est-ce pas, de vous garder dans ce microscope de peur. Aujourd'hui, on voit ces États se sont libérés et sont davantage en train de se libérer du joug occidental, et on peut voir matériellement, physiquement, économiquement et tout le reste comment ils sont en train de faire des grands bonds, comment les changements sont visibles et ont un impact positif, n'est-ce pas, sur la population. Et c'est parce que ces changements ont un impact physique sur la population que cette population les porte aujourd'hui, sont prêts à les défendre. Ces populations-là sont francs avec eux, unis, et c'est ce qui devient difficile, n'est-ce pas, qui rend difficile, n'est-ce pas, la pénétration impérialiste, ou alors le désordre impérialiste. Donc, moi, je pense qu'il est de bon ton, et je l'ai souvent dit que je pense que, je le crois d'ailleurs, que 2026 sera une année de grandes décisions. Je pense que dans cette fédération, dans cette confédération-là, on a encore 3 ou 4 États africains qui pourront rejoindre. Qui vont se joindre au mouvement. Oui, et ça c'est parce que quand vous regardez ce qui se passe avec même les derniers coups d'État autour là en Afrique de l'Ouest ces temps-ci, vous voyez que on n'est pas loin, n'est-ce pas, de ce basculement-là. Oui. Et je pense que les choses se préparent et le peuple est conscient que, n'est-ce pas, la mission qu'elle a 7 ans, la mission, n'est-ce pas, d'actualité, c'est, n'est-ce pas, de reprendre le pouvoir, n'est-ce pas, comment je vais dire, assez laquais, n'est-ce pas, assez valets de l'Occident, et leur redonner, n'est-ce pas, aux patriotes, aux nationalistes, pour le décollage de l'Afrique. Merci à vous. Patient Parfum d'Homme, quelles sont les chances pour que ce discours-là, celui du général Tiani, soit entendu et justement fasse l'écho au niveau du continent, quand on parle de ce combat, celui qui est mené par les 3 pays, un combat pour la souveraineté totale du continent, et dont la Confédération en elle-même n'en est que l'embryon aujourd'hui? Vous savez, on a l'habitude de dire que la parole émeut, mais c'est l'exemple qui entraîne. Si aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui ont beaucoup de sympathie pour ce qui se fait au niveau de l'AIS, je peux prendre des cas, par exemple, de Burkina Faso, parce qu'ils ont l'impression, à travers une communication bien structurée, qu'au-delà des discours, il y a des avancées concrètes qui se font sur le terrain. Quand on voit, avec le peu de moyens dont dispose un pays comme le Burkina Faso, et les projets, comme le dernier projet en date, celui du lancement de l'autoroute, n'est-ce pas, sur un tronçon Ouagadougou au Bodjolasso, voilà, au Burkina Faso. Voilà.
c'est quoi que c'est Ouaga Bobo Dioulasso. Oui. Et on voit la détermination qu'il y a derrière. Et on se réfère à d'autres pays dont la construction d'une autoroute a déjà avalé des centaines de milliards, je parle de Cameroun, mon pays, sans qu'on ne voie, n'est-ce pas, l'aboutissement de ce projet depuis des années. On se dit qu'il y a quelque chose de concret qui se passe là-bas. Oui. Et c'est ce que veulent les Africains. Ça veut dire quoi? On joint à chaque fois les paroles aux actes, c'est ça. patient parfum On a l'impression dans que notre pays. Oui, où il y a beaucoup de laxisme, de lenteur, de discours, de juridisme, des gens qui parlent de la loi, du droit, ils tournent de gauche à droite, rien ne se fait. Pour faire un petit projet, il y a tout l'étalage de beaucoup de trucs qu'il faut franchir, et finalement, à la fin, on n'a pas le projet. Parce qu'on va vous parler des trucs de concertation avec les populations rurales ou bien riveraines. On va vous parler des séminaires de concertation pour voir l'impact, je ne sais pas, etc., environnemental, etc., etc. Finalement, au bout du process, on n'a pas le projet qui a été réalisé. Et entre-temps, l'affaire a englouti des centaines de milliards. Mais là, on voit du concret. Chaque fois que le gars disent on veut faire ceci, on les voit avancer, ils posent l'acte et le truc est concret. Et c'est ça qui intéresse beaucoup les populations. Et puis, la mobilisation, on mobilise les forces vives, surtout la jeunesse. Ce n'est pas non plus un discours hors sol. On dit venez, vous allez être des cantonniers modernes, refaisons nos routes, refaisons ceci, soyons dans la VDP, et on voit comment ensemble le peuple se sent impliqué dans cette nouvelle dynamique-là. C'est ça qui est important. Et je le redisais encore, ce n'est pas pour embêter un peu mon frère le docteur sur ce qui est sur le plateau, mais je relisais un peu les derniers dirigeants chinois qui se sont succédés à la tête de l'État chinois. Oui. C'est tous des ingénieurs. Les Wen Jiabao, n'est-ce pas, jusqu'à Xi Jinping là. C'est tous des ingénieurs, des gens qui sont pratiques. Ils ne sont pas là à nous faire des textes de loi, des forêts de loi, qu'eux-mêmes ne respectent pas. Et la loi accompagne tout simplement la vision et la détermination de ces hégémons. Et ça avance. Je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, c'est mon point de vue, la Chine a 100 ans d'avance sur les États-Unis. On produit des écoles de référence, on produit des ingénieurs d'un haut niveau, on transforme le quotidien et la réalité de ces concitoyens. C'est ce que nous voulons. On prend des décisions qui vont dans ce sens. Et là, parmi ces décisions, le président Tchani a dit quelque chose de très fondamental. Oui. C'est-à-dire, on a eu des accords léonins, toujours avec nos fameux juristes, politologues et politistes et tout ce que vous voulez, qui ont produit des accords léonins entre les intellectuels, les docteurs en doctorat, entre les entreprises venant de l'extérieur et nos pays. On se retrouve avec quoi? Avec des accords miniers, vraiment, c'est du banditisme tout simplement. Quand tu prends un pays comme le Niger, tu vois les accords sur leur uranium, tu vois ce que le Mali a eu avec l'or, tu vois, et par exemple le Burkina et d'autres minéraux, tu te poses la question, quels sont ces gens-là qui avaient signé ces accords-là? C'est quoi cette affaire? Et maintenant, on est en face des militaires. Je vous rappelle quand même que, par exemple, Ibrahim Traoré, c'est un géologue. Bon, peut-être que l'un se mélange dans l'autre. Et c'est le pragmatisme. Qu'est-ce que je dois faire pour sortir mon peuple de ces insultes au quotidien qu'ils subissent? Faire face aux ordures au quotidien. Faire face aux cafards, aux rats au quotidien. Transformer le quotidien des populations. Inculquer dans la tête de la jeunesse le culte de l'effort et la capacité et l'envie d'aller décrocher, n'est-ce pas, le savoir pour transformer son environnement pour le bien-être de ses concitoyens. Mais surtout, avoir une projection qui ne met pas l'individu, donc soi-même, au centre du jeu, mais plutôt les réalisations pour que les générations futures soient fières de la génération actuelle pour les pas qualitatifs qu'ils auraient posés. Voilà l'essentiel du débat, à mon sens, qu'on a et qui fait la différence entre ce qui est en train de se faire de bien. Il n'y a pas qu'à l'USA, il y a d'autres pays, je peux citer par exemple le Botswana,
où il y a quand même des choses extraordinaires qui se font, et les espaces où les gens nous racontent qu'ils ont été à Sorbonne, qu'ils ont fait des études de bac plus 1000, ils vous parlent un français chantier, ils alignent des phrases en français avec des subjectifs imparfaits inclus, mais dans la réalité concrètement, il n'y a rien qui se fait. Au contraire, on passe le temps à voler, à piller des miettes, n'est-ce pas, qui sont là, et le recette de course, c'est la pauvreté qui devient rampante, c'est un manque d'infrastructures de base pour les populations, et on continue de se gratter la tête que, mais avec cette armada de professeurs agrégés, etc., etc., pourquoi nos pays ne décollent pas? Et souvent, c'est facile. Nous avons aussi un peu aidé en allant, oui, non, il faut qu'on fasse aussi notre petite autocritique, nous les panafricains, parce qu'à un moment donné, c'était la France, oui, c'était la contradiction première. Oui. Je l'ai toujours dit sur le plateau. Mais en contradiction secondaire, ce sont nos propres dirigeants. Ce sont nos propres dirigeants qui ont toujours enfoncé nos pays parce qu'ils ont été incapables de prendre des décisions dont tout le monde voit aujourd'hui qu'avec ce qui se fait au niveau de l'AES, c'est possible de le faire. Il suffit d'un peu de volonté, un peu de courage, et on peut bien voir que les choses peuvent aller de l'avant. Nous souhaitons tout simplement, et pour nos amis de l'AES, qu'il ne faut pas ouvrir tous les fonds à tous les niveaux. Moi, c'est le petit conseil que je donne de ma petite expérience. Que faut-il entendre par là? Ouvrir tous les fonds à tous les niveaux. Par exemple, moi, je parle au général Tiani. Allez-y. Il vous écoute d'ailleurs. Oui, au général Tiani. Le président du Niger. Je pense qu'il est grand temps qu'il essaye de renouer, d'abord d'effacer ce qui s'est passé entre lui et la Chine. Oui. Quand je dis lui, c'est-à-dire son régime. Entreprises chinoises. Oui, mais surtout de renouer un contact assez vraiment constructif avec la Chine aujourd'hui. Parce que dans le monde de vautours que nous avons là, on n'a pas beaucoup d'amis. Donc, il n'est pas bon que une dissension comme celle que le Niger a eue avec la Chine dure, s'étire, sans qu'à un moment donné, il n'y ait pas... Mais il faut également que la partie chinoise soit prête à faire certaines concessions, les revendications émises, justement. Ce n'est pas ça le débat. Ou du moins, les préoccupations faites par le Niger sont légitimes, patient parfait. On peut faire ce débat 1000 ans. Oui, je vous comprends. Voilà. Mais l'effort ne peut pas être fait d'un seul côté. Non. C'est également ce que moi je compte souligner. Vous êtes dans un monde qui est un monde de brigands. Vous comprenez? L'Afrique est en train de se construire pour ne plus dépendre de quelqu'un. Oui. Mais dans cette construction-là, il y a la force, il y a aussi la ruse. Je propose que le général Tiani fasse preuve de ruse. Non, qu'il recontacte les autorités chinoises. Que ce qui n'a pas marché soit mis de côté, mais qu'une nouvelle relation dynamique se recrée avec cette Chine-là, parce que je suis désolé qu'on le veuille ou non. Pour l'instant, c'est la manufacture du monde. Qu'on le veuille ou non, c'est le banquier du monde. Tout le monde, les États-Unis, la Russie, tout le monde dépend de ces gens-là aujourd'hui. Et nous leur disons, effectivement, nous ne voulons plus de ce type de rapport léonin que l'Occident a eu avec nous. On peut tenir ce langage de vérité entre amis, mais vraiment que cela ne soit pas tout le temps exposé sur la place publique, parce que nos ennemis se servent souvent de ces arguments-là pour continuer et tenter de démontrer que vous voyez, à la tête de ces États, il n'y a pas assez d'intelligence, n'est-ce pas, opérationnelle, pour comprendre que c'est des problèmes qui peuvent être résolus autrement. C'est le petit conseil, depuis mon petit poste du Cameroun, que je peux donner au général Tiani. Sinon, sur tout le reste, nous sommes totalement d'accord, et je dis bravo, j'applaudis des deux mains pour l'effort qui est fait actuellement. Alors, merci à vous, messieurs. Nous allons avancer dans nos échanges et nous allons certainement afficher les codes d'accès. Nous ferons un premier tour de table avant d'aller au standard, écouter également les réactions de nos téléspectateurs, alors que les échanges entre la France et la Russie sont totalement rompus depuis juillet dernier. Le Kremlin s'est donc dit prêt ce dimanche 21 décembre 2025 à reprendre le dialogue avec Emmanuel Macron, une rare parole d'ouverture qui intervient à la suite de la main tendue du président français lors du Conseil européen. Il s'est exprimé en ces termes, je cite le président Emmanuel Macron: « Je constate qu'il y a des gens qui parlent à Vladimir Poutine. Donc je pense que nous, Européens et Ukrainiens, avons intérêt à trouver le cadre pour réengager cette discussion en bonne et due forme. Sinon,
nous discutons entre nous avec des négociateurs qui vont seuls discuter avec les Russes. Ce n'est pas normal. Fin de citation. Un espoir de dialogue qui ferait presque oublier l'image de leur dernière rencontre glaciale. Vous vous souvenez de cette rencontre au Kremlin, c'était en 2022, un président français seul, tenu à distance par son homologue au bout d'une longue table ovale, après avoir longtemps soufflé le chaud et le froid concernant l'Ukraine. Par ce rapprochement avec la France, Vladimir Poutine souhaite-t-il alors asseoir les Européens à la table de négociation? Alors le fait-il pour essayer bien sûr d'obtenir une paix durable du côté de l'Ukraine? De l'autre côté, il y a plusieurs interrogations également qui nous intéressent. Parlant de cette sortie de Macron, le président français peut-il réellement parler au nom des Européens? Qu'est-ce qui a changé dans cette approche? Pourquoi Macron, le président français, fait-il cette main tendue à son homologue russe Vladimir Poutine? Qu'est-ce qui a changé? Faut-il questionner le timing? Je ne sais pas si nous aurons l'occasion de répondre à toutes ces questions, mais déjà, entendre le président français après une longue période de brouille diplomatique dire que le moment est venu pour qu'on se rapproche enfin des Russes, puisque tout le monde parle avec la Fédération de Russie, donc il serait aujourd'hui inconcevable que les Européens ne le fassent pas. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui a changé, Dr Essoussé? Ce qui se passe... Faut-il envisager sérieusement un dégel entre Moscou et Paris? Ce qui se passe, c'est que Macron s'est rendu compte que sur, n'est-ce pas, le tracé de rudesse qu'ils se sont façonnés, pensant qu'ils étaient en position de force, ça ne peut plus marcher. Il faut le dire, vous parlez, et c'est la réalité, depuis juillet, les derniers entretiens datent de juillet, pour deux États comme ceux-là, ça fait vraiment en diplomatie assez problème. Alors, on se rend compte que la nature ayant horreur du vide, à l'absence, vous voyez, les propos de Macron sont très clairs, c'est-à-dire qu'il est mécontent de la médiation des États-Unis. Et il attaque les Américains parce qu'il dit que ce sont ceux qui causent avec le président Poutine et qui assurent des médiations en s'affichant complètement de leur résistance. Donc, il estime donc que au lieu de continuer à laisser ces médiateurs qui ne les rassurent pas dans la mesure où ils ne les permettent pas d'assister, n'est-ce pas, à ces médiations-là, il est temps pour eux de casser tous les codes et d'aller directement causer avec le président Peut-être en le faisant, l'Europe aura plus de chances de s'asseoir autour de la table de négociation. Il se rend compte que le président Poutine n'est pas ce qu'ils ont pensé. Le président Poutine est ouvert et il a toujours dit dans ses discours qu'il est ouvert à toute forme de dialogue. Seulement, un dialogue qui, n'est-ce pas, prend en compte, n'est-ce pas, les garanties de la Russie. Alors, il s'est dit donc que si un homme vous dit qu'il est ouvert à tout type de dialogue et que c'est nous plutôt, par notre communication, qui contribuons à tendre l'atmosphère, il est temps que nous allions, quitte à ce que, n'est-ce pas, nous mettons sur la table des négociations des éléments où nous ne serons pas d'accord, mais il faut d'abord l'approcher. C'est d'abord ça le premier pas. Et ça, c'est de la diplomatie. Il faut déjà aller vers le président. Mais Macron revient donc dans les normes, dans les sillages, les traditions de la diplomatie. C'est-à-dire qu'il faut d'abord aller, quelles que soient nos divergences idéologiques, quelles que soient, n'est-ce pas, nos divergences politiques, il faut d'abord qu'on s'asseye. Et s'asseyant, on a plus, n'est-ce pas, de chances de trouver une solution qu'en étant à distance. Parce que vous voyez que dans l'affaire... C'est quand même bizarre. Je vous comprends parfaitement, Dr Essoussé. Mais je trouve cela ahurissant, stupéfiant à la limite, si vous voulez. Pour ceux qui, il y a moins d'une semaine, nous disaient qu'ils allaient s'emparer de tous les avoirs russes. Oui, mais ils allaient, n'oubliez pas que, et je voulais les utiliser pour financer davantage l'Ukraine. Ce qui a changé entre-temps, c'est que ils ont pris une décision, ma foi, qui est une décision unilatérale. Ça, il faut le dire. Parce que,
à la suite de la décision, vous avez vu que les voix se sont levées. L'Italie n'était pas d'accord, la Belgique elle-même. Oui. Elle dit que mais, les avoirs là sont moi, vous voulez me... C'est quoi? C'est un sacrifice ouvert comme ça? C'est moi, vous voulez me mettre dans des problèmes avec la Russie et donc, ils sont nombreux. L'Allemagne, même un temps, a commencé à se rétracter. Oui. Et c'est le même Macron parce qu'on a constaté que c'était le seul qui avait trop de zèle et qui faisait des communications à tort et à contre-temps, n'est-ce pas? Au point où même en interne, c'est-à-dire que ces institutions politiques se sont opposées. On a vu le Parlement. Un temps, c'est dit que mais le gars là veut nous mener à quoi? On a vu, et ne l'oubliez pas, la dernière session du Parlement, vous avez vu des députés qui n'ont pas été très tendres avec le président Macron sur la question. Alors, il s'est dit donc que si c'est moi qui ai gaffé par mes communications et que ces communications ont continué à tendre l'atmosphère, il faudrait donc que puisque beaucoup d'entre nous se sont désolidarisés. Il faut dire, lorsqu'on parle de l'Europe, on parle de 3 pays dans ce conflit-là. On parle de l'Allemagne, on parle de la Grande-Bretagne et on parle de la France. Alors, vous avez donc l'Allemagne, un qui dit que l'affaire là, je guette ça comme ça. Oui. La Grande-Bretagne qui a une histoire, vous le savez, une histoire de mère et de fille avec les États-Unis. Alors, il s'est dit, la France se retrouve seule dans un jeu. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut aller causer. Oui. Et la Russie vous dit, moi, je n'ai pas de problème à causer. Dans tous les cas, j'ai toujours été ouvert au dialogue. Ouais. Maintenant, il faudrait donc que la diplomatie entre en scène et qu'on trouve un terrain d'entendre une date où on peut se voir. Qu'est-ce qu'on met sur la table? Nous parlerons de ce qu'on devrait préalablement mettre sur la table avant de parler d'un dialogue franc, certainement entre le président français Emmanuel Macron et son homologue russe Vladimir Poutine, mais bien avant, passons par fin d'homme. Alors, s'agit-il d'un tournant diplomatique ou alors d'une simple posture de communication? Parler d'une main tendue du président français Emmanuel Macron à son homologue russe Vladimir Poutine, compte tenu justement des derniers développements. Deuxième volet de la question, pourquoi ce changement de ton intervient-il maintenant? C'est la deuxième question qui est importante, qui éclaire le jeu. Ouais. Pourquoi maintenant? Mais parce que, bon, les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Et tout le monde voit de plus en plus que la guerre en Ukraine s'est terminée. Même ceux qui ne voulaient pas voir ces réalités. L'Europe et l'OTAN n'ont plus la capacité de continuer à mener cette guerre. D'ailleurs, à l'intérieur, vous voyez le jeu trouble de Trump. Oui. Pourquoi? Parce que leurs réserves au niveau de leurs arsenaux ne sont plus suffisants pour ce qu'ils appellent leurs réserves stratégiques. Elles ont été sérieusement grignotées. Oui. Donc, premièrement, là, ce n'est plus possible. Deuxièmement, il est de plus en plus évident au niveau de tous les grands analystes occidentaux qu'il ne faut pas rêver, la Russie ne va pas perdre cette guerre. Et la Russie avance, plus de temps passe. Ça veut dire quoi? Les yeux s'ouvrent enfin face à la réalité? Les yeux étaient d'abord fermés, passés en parfum d'homme, ou alors on faisait semblant d'ignorer ce qui se passait réellement sur le terrain? Non, il y a 2 moments. C'est-à-dire qu'avec Biden, les Européens avaient la conviction qu'ils avaient le Big Brother qui était prêt à les accompagner jusqu'à infliger une défaite stratégique à la Fédération de Russie. Avec Trump, il se dit, cette affaire-là est mal barrée. Déjà, avec Biden, on était déjà au bord du précipice. Oui. Là, il faut tenter de tirer mon épingle du jeu dans l'affaire. Or, la guerre de l'Ukraine, là, elle a 2 volets. Un volet qui est d'ordre stratégique, affaiblit la Russie. Oui. Un autre volet qui est purement économique. Comment faire pour exploiter, pour un franc symbolique, les richesses du sous-sol ukrainien? Or, la zone de Donbass, et attention, la Russie ne fait qu'avancer. Et à terme, peut-être ce qui risque de se passer au niveau de Odessa, c'est la zone qui a plus de 60% des minéraux qui sont recherchés, pour lesquels se battent, n'est-ce pas, tous ces oligarques, j'allais dire tous ces lobbies impérialistes occidentaux. Alors, quand tu prends Macron, tu prends l'actuel chancelier allemand, comment il s'appelle encore? Friedrich Merz. Merz. Tu prends Keir Starmer au niveau de l'Angleterre, qui a mis ces gens-là au pouvoir? Qui les a mis au pouvoir? Ce sont des lobbies financiers
n'est-ce pas, occidentaux, avec pour vocation, on investit et on attend le retour sur investissement. Or, le retour sur l'investissement n'est plus sûr. D'autant plus que l'Ukraine est en train de perdre la guerre, d'autant plus que Donald Trump, lui, est en train de négocier back-back pour tenter de tirer ce qu'il peut tirer de cette affaire-là. Donc, mais est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté quelque part, patient Parfendom, parce que tous les dirigeants que vous citez sont ceux-là même qui se préparent aujourd'hui à une guerre d'ici 2029. Ça c'est ce qui se prépare officiellement, patient Parfendom. C'est ce qui se dit dans ces chancelleries occidentales. Ils sont même allés à l'OTAN jusqu'à augmenter les dépenses militaires, patient Parfendom. Il faut justifier auprès de leur propre opinion tout l'argent là qu'ils ont depuis longtemps là mis en Ukraine là. Il faut justifier ça. Parce que je vous dis que c'est fini. La guerre est sur le point de... C'est fini. La résistance ukrainienne avec tous les mercenaires, n'est-ce pas, de l'OTAN là, c'est en train de se fonder. On va faire comment? Quand tout le monde verra bien que dans bientôt, il n'y a plus de combattants capables de tenir au niveau de l'Ukraine. Il faudra donc expliquer pourquoi on a dépensé autant d'argent, autant d'équipements militaires dans une affaire foireuse. Tous ces grands stratèges là, surtout tes fameux stratèges des plateaux télé, je pense à LCI, et, qui me font tout le temps rire, qui disent que maintenant les Russes se battent avec les pelles. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Donc là, comment ça s'appelle Macron se dit, aïe, 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 là, c'est la fin des patates. Il faut en même temps continuer de contenter nos opinions en démontrant que, de toute façon, pour la fin de la guerre, nous avons joué notre partition. Nous avons été là et nous avons obligé Poutine. Vous allez écouter ce qu'ils vont dire depuis que Poutine a dit qu'il est prêt à discuter avec lui. Donc là, il gonfle encore de nouveau. Vous allez voir ce que vous allez voir. De toute façon, Poutine n'avait pas de choix que d'accepter la main tendue parce que lui-même là en difficulté. Son économie, M. Bruno Le Maire, était déjà presque en difficulté. On a accueilli favorablement la posture du président Poutine. Voilà. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'ils se disent, pour leur propre opinion, il faut que la pilule soit moins amère à avaler parce que dans bientôt c'est la fin des patates. Il faudra quand même démontrer que nous avons été là au moment où le dénouement final devait se faire. Et il a dit quelque chose de très important, que tout le monde discute avec Poutine et c'est nous qui continuons de rester dans le... Parce qu'il a compris que pour Donald Trump, eux ne comptent pas. Donald Trump ne compte plus l'Europe aujourd'hui comme quelconque puissance capable de rivaliser avec les grands titans sur le plan international. Ces grands titans, c'est qui? C'est les États-Unis, c'est la Russie, c'est la Chine et des pays comme l'Inde qui sont en train de monter en puissance. C'est quand même la première puissance démographique au monde aujourd'hui. Donc voilà l'enjeu. Et l'Europe se retrouve dans une impasse totale et c'est là que je pense que les patrons de Macron lui disent attention, il faut au moins sauver la face. Donc, il rentre dans les dents et Poutine par pragmatisme, je vous ai dit que les Russes sont d'un pragmatisme hors norme. Vous pouvez être tous les deux là des amis à la Russie, vous vous battez, ils ne vont rien dire. Mais ils ont l'un des amis qui est leur choix. Mais ils ne vous diront rien. Et par pragmatisme, quand vous venez le voir, vous dites que oui, vraiment ce n'est pas bien. Il faut quand même que ça se passe autrement. Mais entre vous deux, ils ont leur choix. Donc par pragmatisme, quand Macron le dit, Poutine sait bien que voilà un type qui est à genoux. Il est totalement à genoux. Mais dans la guerre, alors je finis de sortir par l'anguenem, quand on vainc un ennemi, il faut éviter de l'humilier. C'est une théorie de la guerre. C'est comme ça que ça se passe tous les coups. Quand on vainc un ennemi, il faut éviter de l'humilier. Dans tous les grands stratèges des généraux de guerre qui ont été les plus, j'allais dire, dont l'histoire a retenu le nom. Quand un ennemi a acculé, il faut lui laisser une porte de sortie. Parce que sinon, l'humiliation a des conséquences après que tu ne peux même pas imaginer. Voilà. Nous allons prendre M. Delano, puisqu'il y a une autre question à laquelle nous apporterons des éléments de réponse juste après nos téléspectateurs. Quel cadre de discussion faut-il préalablement mettre sur place avant d'envisager cet éventuel, du moins potentiel dialogue entre le président français Emmanuel Macron et son homologue russe Vladimir Poutine? Mais nous vous écoutons, M. Delano. Bonsoir et bienvenue. Alors, est-ce qu'il nous reçoit, M. Delano? Bonsoir et bienvenue sur For You Media Africa. Je
pense qu'on va revenir sur le plateau, en espérant faire un tour au standard. Docteur Essoussé, on imagine bien qu'avant d'envisager une rencontre entre ces deux-là, les deux dirigeants, il faudra définir un cadre idéal de discussion, en bonne et due forme, puisqu'on ne peut quand même pas ignorer tout ce qui s'est passé entre 2022 et 2025, la date du début de cette opération spéciale militaire, et cette attitude de va-t-en-guerre de l'Europe vis-à-vis de la Fédération de Russie. Le président russe ne va pas quitter le Kremlin et dire que voilà, je m'en vais tout de même rencontrer Emmanuel Macron aussi facilement. Peut-être avant que vous ne répondiez à la question, je voudrais qu'on fasse à nouveau un tour au standard. On fait signe au niveau de la réalisation qu'il est enfin calé. Ben, je ne sais pas si c'est Monsieur Delano, alors s'agit-il d'un autre téléspectateur ou pas? Alors bonsoir. Ok, bonsoir Monsieur Nguéné, c'est Monsieur Delano depuis Dallas. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Monsieur Nguéné, je tiens à saluer vos invités et saluer l'intervention du doyen et de l'autre docteur, que je ne me rappelle pas beaucoup son nom. Le docteur Essoussé. Docteur Essoussé, merci. Monsieur Nguéné, par rapport à Vladimir Poutine, à la fameuse guerre qui se passe en Ukraine, vous savez, la Russie n'a jamais refusé de parler avec quelqu'un. Elle a toujours été ouverte pour le dialogue. Elle a toujours dit, à travers le président ou le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, elle n'a jamais refusé de dialoguer avec qui que ce soit. Ce sont les Européens qui ont cru qu'ils pouvaient, dans leur sorcellerie qu'ils ont fait, ils ont cru qu'ils pouvaient tourner le dos à la Russie et l'asphyxier avec des sanctions. Mais quant à la Russie, elle a toujours été ouverte au dialogue avec tout le monde. Vous avez vu, les Africains sont partis en Russie. La Russie a parlé, elle a expliqué, elle a expliqué le problème à tout le monde. Les Indiens sont allés, les Chinois, tout le monde est allé en Russie. Elle n'a jamais refusé de parler avec quelqu'un. Jamais. Maintenant que les Européens ont vu qu'ils n'ont rien à dire sur le soi-disant accord de paix qui est en train de se former, chacun gesticule pour faire un acte de présence sur la scène internationale. Et tout le monde sait que ça se passe entre la Russie et les États-Unis. Et même quand on dit les États-Unis, c'est pas entre les diplomates russes et les diplomates américains. Hein. Même aux États-Unis, on a mis les diplomates de côté. Vous voyez qui a envoyé en Russie pour négocier ces accords-là? Il n'y a aucun diplomate parmi. Il y a le gendre du président et puis son ami de business. Il n'y a que les deux là. Le secrétaire d'État est écarté. Donc, c'est une façon de montrer que la guerre a pris une autre allure et que, pour une fois, on cherche vraiment des solutions. Donc, M. Macron, il peut aller en Russie rencontrer Vladimir Poutine. Vladimir Poutine va le recevoir. Et ça ne va pas faire en sorte que, donc, moi je dirais que c'est un non-lieu. C'est tout. Et par rapport aux États de l'AES, oui. Je tiens à vraiment saluer... En une minute pour sortir sur l'AES. Je tiens à saluer leur rencontre et j'aimerais vraiment revenir sur ce que le doyen a dit. Le doyen a dit que les dirigeants des pays qu'on a vu se développer n'étaient pas des diplomates ou quoi que ce soit. On veut des gens pragmatiques à la tête de nos États. Ce n'est que comme ça qu'on trouvera des solutions fiables pour sortir d'Afrique dans la situation où elle se trouve actuellement. Ce n'est pas pour dire qu'on n'a pas besoin de diplomates ou qu'on n'a pas besoin de politiciens. On en a besoin. Mais l'état où se trouve notre continent actuel, on n'a pas besoin des gens qui vont venir nous raconter du matin au soir de la politique. Non. On a besoin des gens qui vont donner l'eau à la population, qui vont donner l'électricité et qui vont se rassurer qu'on puisse au moins manger en Afrique. Le temps de parler, c'est fini tout ça.
Le temps viendra. Les politiciens ont beaucoup plus de leur place dans des pays développés, comme, je sais pas, d'autres pays du monde où on a résolu tous les problèmes de base. Merci à vous, Monsieur Delano. Merci pour votre contribution. Nous allons également prendre Brice, qui nous appelle ce soir depuis le Bénin. Bonsoir à vous, Brice. Oui, mon frère Ngoro, bonsoir. Je m'en voudrais de ne pas saluer très respectueusement nos aînés sur le plateau, Dr. Soussé, le doyen patient parfait d'homme. Merci pour votre combat de tous les jours. Vous voyez, moi, je suis désagréablement surpris. Je suis vraiment surpris de cette versatilité qu'affiche aujourd'hui le président Emmanuel. Ça fait très mal qu'il ait compris qu'il doit commander maintenant la négociation auprès de Vladimir Poutine, son excellence. Sinon, ce qu'il ferait de mieux, de mon point de vue, c'est de continuer à fournir des armes à l'Ukraine pour frapper en profondeur le territoire russe. C'est de continuer à faire, n'est-ce pas, l'effort de geler les avoirs russes pour fournir beaucoup d'armes à l'Ukraine. C'est de continuer à mobiliser 200 hommes au front pour lutter contre la Russie. Et donc, c'est ça ce que moi je voulais qu'ils fassent, mais je suis vraiment déçu que finalement ils comprennent qu'il fallait négocier avec la Russie. Cela signifie qu'il est conscient qu'ils ont perdu la guerre et le président Donald Trump tirait depuis la sonnette d'alarme. Et ils n'ont pas voulu comprendre. Il faut continuer à lutter. Je ne sais pas pourquoi on veut maintenant négocier. Ça me fait aussi mal qu'il soit en face d'un interlocuteur vraiment crédible, très sérieux, très altruiste, le président Vladimir Poutine. Ouais, qui comprend, qui a le sens, qui a le sens même de la compréhension et qui va accepter, et qui a déjà dit qu'il accepte de discuter avec lui. Vous voyez comment cet homme-là est grand. Ceux qui te combattent et qui te tirent vers le bas, qui font tout pour t'éliminer, exterminer ton peuple, ils reviennent aujourd'hui pour discuter, il accepte. Et pourtant, il est fort. Les preuves sont là qu'il est fort. Vous voyez, donc moi, je suis quand même séduit par la pratique, le comportement de cet homme-là. Et je suis désolé. La Russie qui luttait avec des peines, qui n'a plus rien, les Russes ont fait, rien ne marche en Russie. C'est encore cette Russie-là maintenant, et on veut dialoguer avec. Vraiment, nous sommes là et nous voyons, nous comprenons tout. Merci, M. Nguéné. Je vous souhaite une bonne émission. Nous prenons M. Ali depuis le Niger. Bonsoir à vous. Bonsoir M. Nguéné, bonsoir. Nous vous saluons, M. Parfendon. Nous vous remercions pour l'occasion que vous nous permettez effectivement de nous exprimer sur ces plusieurs sujets. Merci. Donc, nous souhaitons déjà dire merci à toute l'Afrique qui est mobilisée effectivement pour cette réunion qui s'est tenue au niveau du Bamako. Concernant effectivement l'AES, on est très ravis et très contents par rapport à ce qui s'est passé depuis pratiquement 2-3 jours. Nous sommes très heureux de voir que la jeunesse africaine est toujours mobilisée. Sur les réseaux sociaux, physiquement, les gens s'adonnent effectivement à la motivation pour que cette organisation puisse effectivement faire son bout de chemin. Et nous sommes très contents de la déclaration de son excellence de tous les 3 présidents, effectivement. Nous disions que ce qui est bien avec cette organisation, nous voyons après le discours les actes qui sont pris en considération. Donc, nous pensons que les choses sont en train d'aller de la volonté du peuple, parce qu'il ne décide que par ce que le peuple souhaite effectivement mettre en place, qui est effectivement cette souveraineté que nous attendons depuis des siècles entiers. Donc, vraiment, nous disons merci à Fourou Média qui est toujours mobilisé pour effectivement permettre l'Afrique d'être parfum de tout ce qui s'y passe. Et avec M. Parfendo et tous vos invités qui viennent à chaque fois, effectivement, qui nous permet effectivement d'être un peu édifiés par certaines choses. Vraiment, nous sommes très heureux et très contents. Nous pensons que la prochaine réunion, il y a d'autres choses qui vont encore être effectivement engagées. Et nous souhaitons la santé et le bonheur à nous tous pour atteindre cet objectif ensemble. Bon, par rapport effectivement à la Russie, nous pensons que M. Macron, qui pensait que Poutine est son égal, que la France pouvait
mener toute sa force pour atteindre certains objectifs de la manipulation, comme ils ont toujours su le faire. Parce que la France ne dispose de rien du tout. Nous tous, nous le savons maintenant. Avant, les gens n'étaient pas affûtés pour savoir que la France, ce n'est que la grosse gueule. Mais au fond, il n'y a rien, en fait. Donc, tout est au nu aujourd'hui, tout est mis au nu. Donc, nous savons que ce n'est que la gueule, le chien qui aboie, mais qui ne mord pas. Donc, nous disons à M. Poutine d'être focus et d'être toujours constant. Parce que ces gars-là, à un moment donné, c'est juste pour le distraire. À chaque fois, quand M. Trump parle des négociations, nous voyons comment l'Ukraine arrive à frapper certaines raffineries, certains mouvements au niveau de la Russie. Donc, à un moment donné, ils amènent le gars dans les négociations pour préparer effectivement des coups. Et c'est ce qu'ils continuent à faire. Nous pensons que Macron n'est pas sincère. Macron n'est pas sincère. Il ne devait même pas être reçu par Poutine. Lavrov devait le recevoir dans un petit villa pour essayer de discuter parce qu'il ne mérite pas. Honnêtement, il n'en mérite pas. Il ne faut même pas que Poutine lui fasse cet honneur-là. Ces gars-là, ils ne valent rien du tout. D'abord, dans son pays, c'est les grèves, les agriculteurs. Les animaux des agriculteurs sont en train de se faire abattre. Ils sont en train d'abattre tous les animaux. Ils sont en train de tout détruire. Ce gars n'arrive pas à se concentrer pour donner le bonheur à son peuple. Mais il bombe la poitrine pour montrer au monde entier que la France pouvait faire quelque chose dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Vraiment, c'est ridicule. La France ne vaut plus rien. La France ne vaut plus rien. Les Africains restons focus et concentrés de savoir que ces pays, au plus tard, nous verrons ce que nous allons toujours voir parce que le mensonge finira toujours par disparaître. Donc, voilà. Nous attendons M. Abdraman Tchani. La France a plus de 3 kilomètres de terre qu'on considère comme une ambassade. Nous demandons que cette ambassade nous soit restituée. Parce qu'il y a effectivement les gens qui appartiennent à cette terre-là qui réclament le titre foncier de cette terre-là. La France n'a rien acheté à personne. Donc, nous avons besoin de cet endroit-là. C'est plus de 4 à 5 kilomètres. Donc, ça suffit, l'occupation de nos terres. Nous pensons que cette ambassade doit nous revenir. Le droit, nous allons construire soit une mosquée, soit une usine de fabrication d'autres choses. Nous avons beaucoup de choses à faire avec ces terres-là. Ça, c'est ce que nous demandons expressément à son Excellence Abdraman Tchani. Vraiment, nous attendons cela depuis ferme. Nous avons déjà réclamé plusieurs fois. Sinon, nous allons faire répétition en ligne, effectivement, pour que cette ambassade-là, cette locale-là, nous souhaitons voir les documents qui permettent à la France d'avoir plus de 5 km de territoire de locaux sur nos terres. Merci à vous, M. Ali. Merci pour votre contribution. Alors, Marc, vous nous rejoignez également à l'instant. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, M. Nguéné. Je voudrais dire bonsoir au docteur Soussé et à M. Patient Dom. Vraiment, ce qui se passe au Sahel aujourd'hui, c'est réellement quelque chose de merveilleux. Il va falloir que nous puissions, en tout cas, les soutenir dans cette œuvre gigantesque. Ils viennent de commencer à pouvoir mettre en place tout ce qui est en train, tout ce qu'il faut faire pour que l'Afrique puisse avancer. Et ça, nous leur disons merci. Et que Dieu bénisse tous ces 3 présidents du Sahel. J'ai écouté leur discours, j'ai vu comment vraiment tout ce qu'ils ont fait comme œuvre. Jusque-là, on a tout entendu, tout a été mis en place, la banque d'investissement et tout ça. C'est une très, très, très bonne chose. Maintenant, nous attendons la monnaie. Quand la monnaie va sortir, c'est en ce moment-là qu'on va voir qui est qui, en tout cas en Afrique. Moi, je crois qu'il va y avoir encore beaucoup de pays qui vont venir s'ajouter à eux. Et ça va être merveilleux afin que le franc CFA soit totalement noyé et que cela soit le Cameroun vienne s'ajouter à eux afin que nous puissions avancer ensemble. Parce que un ou deux pays de l'Afrique centrale vont venir s'ajouter à ces pays de l'AES. Ça va être une très, très, très bonne chose. Et je voudrais aussi parler un peu de M. Macron. Comme M. Patient Dom l'a dit, la guerre, c'est fini. En tout cas, il faut dire que la Russie a gagné. La Russie est imbattable. C'est eux qui ont permis que les nazis ne puissent pas prendre, en tout cas, la France. Moi, je pense que la France ne devait même pas rentrer dans cette guerre. C'est absurde. Parce que deux pays slaves qui sont en train de se battre pour qu'on appelle sur un terrain, je ne sais même pas qu'est-ce que l'Europe a à faire
en tout cas de ce côté-là. L'Ukraine n'est pas un pays européen. Tous les Ukrainiens sont d'origine russe. D'ailleurs, tous les Tsars sont nés pratiquement à Kiev. Donc, ils sont en train de se battre sur leur territoire. Mais je ne sais pas qu'est-ce que les Européens vont aller faire là-bas. En tout cas, c'est merveilleux que M. Poutine accepte de recevoir M. Macron afin de se dire la vérité et arrêter cette guerre absurde en Europe qui va amener une troisième guerre mondiale pour rien du tout. Les Américains sont des gens qui sont des manipulateurs. Ils ont manipulé toute l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe est en train de tomber en lambeaux à cause de leur manipulation. Et si toutefois M. Poutine peut sauver l'Europe d'une certaine manière, ça serait une très bonne chose. Moi, je crois. Donc voilà, en tout cas, pour une fois encore, la Russie va sauver l'Europe. Merci. C'est très... Merci à vous, Marc. Merci pour votre contribution. Alors, on prend le dernier rapidement au standard. Eric, bonsoir également à vous. Bienvenue. Vous avez 2 minutes. Eric, allez-y. Ah, ok. Bonsoir, monsieur Nguéné. Salut le doyen Pafendom et salut le docteur Sossou, je sais pas comment il s'appelle. Docteur Essoussé. Je vous remercie je vous remercie. Puis je vous appelle CRE depuis la diaspora. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour le continent noir, pour l'éveil de conscience du continent. Et moi, ce que j'aimerais dire, maintenant, le président Macron, il a voulu dialoguer avec Poutine. Je me dis, mais je crois qu'au début, si je ne me trompe pas, Poutine, il était ouvert. Il voulait signer un accord avec Zelensky. Et quand je crois que le Premier ministre de l'Angleterre, ils ont poussé Zelensky à aller en guerre. Mais actuellement, tous ces morts, tous ces Ukrainiens qui sont morts, quelle explication? Parce qu'ils étaient sur une position de va-t-en-guerre. Quelle explication ils peuvent donner à la population ukrainienne après avoir tué tant d'Ukrainiens? C'est dommage. Et pour l'AES, je leur dis merci pour tout ce qu'ils font. Et en fait, moi, ma conclusion, je vois qu'aujourd'hui, de nos jours, on n'a pas besoin d'avoir le bac plus quoi que ce soit. Vous voyez des dirigeants, des militaires. Au contraire, nos politiciens, ils nous font tourner en rond. Ils prennent pas des décisions, des discours par-ci, par-là. Dans le même temps, je dis que c'est la même chose qu'on doit faire pour le développement de l'Afrique. Parce que moi, on pense toujours au diplôme, monsieur Nguéné. Il y a des gens, moi j'étais sur le continent tout récemment, il y a des gens qui sont des maçons, il y a des gens qui sont des menuisiers, des mécaniciens, qui sont même pas allés à l'école. Ils peuvent vous démonter toute une voiture, toute une moto reconstruite. Des maçons qui sont pas allés à l'école, ils lisent des plans. Donc, en fin de compte, moi, ce que je vois, c'est pas les diplômes qui comptent, c'est les actions sur le terrain qui comptent. Donc, j'aimerais que l'AES essaie, ou vous aussi parfois, de faire des programmes. Et sur le développement, on n'a pas besoin de chaque fois de parler de la politique. Donc, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Moi, ça fait des années que je vous suis, plus de 10 ans. Et je vois que sans votre chaîne, l'Afrique ne serait pas ce qu'elle est actuellement. Donc, je vous remercie et à plus. Merci. À vous, Eric. Pour rappel, le capitaine Ibrahim Traoré a donc été désigné par le Collège des chefs d'État de la Confédération comme étant le président de la dite Confédération pour une durée d'1 an. On avait parlé de cette présidence tournante. Merci à vous, Eric. Alors, nous allons sortir de l'émission, messieurs. Un dernier tour de table. Avant d'aller au standard, on parlait de ces conditions préalables qu'il faudra forcément mettre sur la table. Alors, quand on envisage d'aller échanger avec un président français qui a brillé par une attitude va-t-en-guerre, qu'est-ce qu'on devrait, quel cadre de discussion devrait-on mettre en place pour un échange peut-être éventuellement fructueux qui pourrait potentiellement aboutir à à une avancée significative dans les pourparlers de paix sur l'Ukraine, Dr Essoussé? En fait, il faut dire, en 3 minutes pour sortir de l'émission. Le doyen l'a dit, que cette guerre, n'est-ce pas, met en relief 2 enjeux majeurs. Le premier enjeu, c'était, n'est-ce pas, de freiner, n'est-ce pas, la montée en puissance, n'est-ce pas, et la fabrication des armes nucléaires de la Russie, il faut le dire. Non,
qui était de mettre et affaiblir la Russie, n'est-ce pas, par cette guerre sur l'OTAN, parce qu'il faut le dire, c'était ça des prévisions. Maintenant, le deuxième enjeu, c'est le sous-sol ukrainien, qui est c'est le sous-sol le plus riche en Europe. Ça, il faut déjà le noter, et qui est convoité par toutes ces forces de l'OTAN, et bien sûr par tous ces lobbies sur le plan mondial, et qui, n'est-ce pas, sur le plan historique, la Russie veut récupérer, sachant qu'il y a un enjeu, c'est ce sous-sol. Donc, alors, qu'est-ce qui a lieu de faire? Quand on y va, c'est l'enjeu majeur, c'est le sous-sol ukrainien. Alors, la France, ou alors l'OTAN qui lorgne, les États-Unis qui lorgnent le même sous-sol. La Russie, lui, n'est-ce pas, qui s'est dit déjà être le propriétaire même de ce sous-sol. Alors, il faut, c'est le contenu. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit, aujourd'hui, donc, la France a l'occasion de démontrer, parce que elle a des très bons diplomates, ça, il faut le dire, a l'occasion de démontrer, n'est-ce pas, ses grands talents en diplomatie. Et c'est le contenu, parce que ne l'oubliez pas, pour la Russie, nous sommes ouverts au dialogue, peu importe qui est devant nous, mais les questions sur l'intégrité, n'est-ce pas, de la Russie, la souveraineté de la Russie ne sont pas discutables. Ne sont pas discutables. Et c'est avec sagesse, ça vous l'avez relevé, le doyen s'appesantissait là-dessus, parlant de 2029. Ils ont renvoyé, c'était d'abord 2000, ils ont renvoyé à 2029 parce qu'ils savaient qu'entre-temps, 2029 est encore loin. Entre-temps, il peut y avoir des négociations qui débouchent, n'est-ce pas, à une accalmie, et c'est dit que bon, quand même, on a résolu donc plus l'option de la guerre, parce que si jusqu'aujourd'hui la Russie est maintenue et ne fait qu'avancer, et elle se conforte du jour en jour dans ses positions, encore que tout ce que vous prenez comme décision contre la Russie conforte, puisque le président Poutine vous dit, moi j'ai préparé ma guerre, ce que vous prenez comme décision, je l'ai préparé et j'ai trouvé déjà le plan B. Donc, ça veut donc dire quoi? Aujourd'hui, le contenu des discussions, je l'ai toujours dit, soit l'OTAN est obligé d'accepter, n'est-ce pas, les propositions de la Russie, les propositions qui relèvent, n'est-ce pas, de la souveraineté et de l'intégrité, n'est-ce pas, de la grandeur de la Russie, soit l'OTAN refuse, n'est-ce pas, d'accepter ces propositions et se livre à la boucherie. Nous serons dans l'enlisement d'un conflit, docteur Essoussé. Alors, quand on parle des conditions préalables, nous le savons, il le répète très généralement, le président russe Vladimir Poutine, il n'y a pas de concession à faire sur certains aspects. La démilitarisation de l'Ukraine, sur les territoires sous contrôle russe, il n'y a pas de négociation à faire là-dessus, que ce soit le cas de Donetsk, Luhansk, Kherson ou encore Zaporijie. Là-dessus, forcément, il n'y aura rien à dire parce que la Russie reste ferme sur ces territoires passés en parfum. Alors, quand on se prépare à une rencontre comme celle-là, qu'est-ce qu'on met sur la table pour parler? Oui, mais... Partant déjà du fait que certains aspects sont verrouillés. Oui, mais même sur le plan légal, n'oubliez pas qu'il y a eu un référendum. Oui. Dans la... Excusez-moi. Dans la République de Donetsk. Oui. Ce référendum a abouti au fait que les peuples de cette localité, de cette région, oui, ont décidé de rejoindre la Fédération de Russie. Il y a souvent des faux débats que les gens nous parlent du droit international. Mais où était le droit international quand on a arraché une partie de la Serbie, qu'on appelle le Kosovo, pour en faire un État qui est rien d'autre qu'un proxy de l'impérialisme occidental? Le droit international existait ou pas? D'ailleurs, je vous rappelle que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous les pays membres de l'ONU ne reconnaissent pas le Kosovo comme un État. Bon, mais pourtant, les impérialistes continuent de négocier, de reconnaître le Kosovo. Vous n'avez qu'à voir même les institutions sportives qui laissent, n'est-ce pas, ce pays compétir. Oui. Donc, je crois que nous sommes face à quelque chose de fondamental. La Russie n'a fait qu'appliquer en leur retournant, oui, la question de la doctrine Monroe. C'est-à-dire que la Russie ne peut pas accepter, oui, qu'à ses frontières, on installe un régime qui lui soit non seulement ataviquement hostile, oui, mais surtout qui amène des armes assez dangereuses à ses portes
pour pouvoir détruire la Russie de moi à l'autre. Et deuxièmement, la Russie ne pouvait pas accepter ce génocide dans le Donbass. Ça n'a pas donné ce que je cherchais, c'était Donbass qui se produisait au vu aussi de tout le monde. Et ça ne date pas sur le moment du début de l'opération militaire. Et tout le monde l'a vu. Il y a eu Minsk 1, Minsk 2, qui aurait pu ne pas aboutir à cette situation. C'est vrai, vraiment regrettable que nous constatons, parce que ce sont les gens qui meurent. Quand on a vu encore l'échange de soldats morts au front encore il y a cela quelques jours, plus de 1000 pour la partie ukrainienne et je crois 26 pour la Russie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent. Ce n'est pas un jeu. Mais l'Occident, têtu, entêté, de tout faire pour infliger une défaite stratégique à la Russie, dépasser la Russie, faire même basse sur ses richesses, a tenté, n'est-ce pas, de jouer avec le feu, et l'Occident se brûle aujourd'hui. Donc, ce qu'on constate, c'est que dans cette négociation, comme disait Trump lui-même, M. Zelensky ni l'Occident, ils n'ont plus de cartes entre les mains. Celui qui a les cartes importantes pour la négociation, c'est la Russie. Et elle va exiger quoi? Ça veut dire qu'on peut dialoguer, mais aux conditions de la Fédération de Russie? Mais ça a toujours été comme ça. Je vous ai dit ça il y a cela quelques mois sur ce plateau. Dans une guerre, à la fin de la guerre, c'est le vainqueur qui impose, n'est-ce pas, les conditions de votre reddition. Vous avez été battu, mais même votre reddition, c'est le vainqueur qui va imposer les conditions de votre reddition. Oui. Ce n'est pas vous. Donc, je pense qu'il ne sert à rien de continuer de bavarder là-dessus. Oui. Les Occidentaux, surtout, et les patrons de Macron, parce que c'est eux qui sont à l'œuvre, se sont rendus compte que non seulement on risque de sortir de cette affaire-là, tout gros gens comme derrière, c'est une expression française, mais surtout, pour nos propres opinions qu'on a toujours eu le temps de malaxer et pour imposer les nôtres, et ils vont finir par comprendre que nous sommes face à quelque chose de grossier qui tente à imposer à la tête de nos États des gens qui sont en réalité au service d'un ordre que vous appelez souvent le deep state, dont l'État profond, qui n'est pas du tout dans la protection des intérêts des peuples européens. Merci à vous, patient parfum d'homme, docteur Essoussé. Merci également à vous d'être passé ce soir. Merci à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. C'est donc tout pour ce numéro, le deuxième de la semaine de votre émission, Le Point sur l'actualité. Merci à l'équipe technique, au département digital. Merci à nos téléspectateurs et bien d'autres. On se donne rendez-vous demain mercredi pour votre traditionnel mercredi des téléspectateurs. Vous aurez l'occasion, bien sûr, en ce 24 décembre, de vous prononcer sur les thématiques ou du moins les sujets qui font l'actualité de notre continent. Portez-vous bien.